Bonjour, donc on continue sur le cours de thermodynamique et on va traiter aujourd'hui le second principe de la thermodynamique, le chapitre 7, donc concernant le second principe de la thermodynamique. Donc introduction, là, on va essayer de raisonner pour savoir pourquoi on a besoin d'un second principe. Je vais considérer un système de deux corps, un corps 1, un corps 2, donc qui sont en contact par l'intermédiaire d'une membrane non isolante, donc qui laisse passer la chaleur. Les deux systèmes donc, sont fermés par une paroi indéformable, et isolante, indéformable et isolante. Donc elle ne laisse pas passer la chaleur et elle ne se déforme pas, indéformable. À l'instant initial, on a T indifférent de T2, donc automatiquement, il y a évolution. Le système évolue vers un état où les deux corps seront dans le même état thermique. Donc on aura le même état thermique, c'est-à-dire que les deux corps seront à la même température T finale. Lors de cette évolution, donc l'expérience montre qu'une chaleur a passé du cours chaud au cours froid. Ça, c'est l'expérience. On va essayer donc de déterminer la variation du contenu en énergie totale, de l'énergie interne, due à cette transformation. On a delta U égale W plus Q. Le travail W, on a des parois indéformables, donc pas d'échange de travail, W égale 0. Les parois donc sont isolantes, pas d'échange de chaleur, Q égale 0. Et par suite, on a une variation d'énergie interne, delta U égale W plus Q égale 0. Imaginons que, on va supposer plutôt qu'une quantité de chaleur a passé du cours froid au cours chaud. Donc, contrairement à l'expérience, on suppose qu'une quantité de chaleur a passé du cours froid au cours chaud. Et on regarde ce que dit le premier principe. On a toujours delta I égale W plus Q. Les parois sont indéformables, W égale 0. Les parois sont isolantes, Q égale 0. Et par suite, delta I égale W plus Q. Donc, le premier principe reste valable, même si on suppose qu'une chaleur, contrairement à l'expérience, on suppose qu'une chaleur a passé du cours froid au cours chaud. Donc, nécessité d'un second principe. Donc, le second principe va tenir de ce fait, c'est-à-dire qu'il va tenir du fait que la chaleur va du cours chaud au cours froid. Second principe. Énoncé du second principe. Il y a beaucoup d'énoncés du second principe, mais vu qu'il s'agit du second principe, les énoncés devront tous dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils devront être équivalents. On va commencer par l'énoncé de Clausius. L'énoncé de Clausius est basé sur les observations de type Clausius, qui sont ceux qu'on vient d'analyser ici. Clausius, il dit, l'énoncé de Clausius, une quantité de chaleur ne peut être transférée gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud. Une quantité de chaleur, donc, ne peut être transférée gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud. Voilà, donc j'ai en contact un corps chaud au contact d'un corps froid, donc à l'état initial. Automatiquement, l'expérience montre que la chaleur passe du corps chaud au corps froid. Il y a un transfert de chaleur dans ce sens. Ça, c'est l'énoncé de Clausius. L'énoncé de Kelvin. Kelvin, il dit il est impossible de prélever une quantité de chaleur d'un milieu et de la transformer intégralement en travail. Pour comprendre l'énoncé de Kelvin, on va essayer de raisonner sur ce schéma. Donc, je considère un cylindre fermé par un piston mobile et qui contient un gaz. Je considère une source de chaleur à laquelle je peux prendre de la chaleur. Le système peut donc échanger de la chaleur. Donc, supposons que le gaz reçoit une quantité de chaleur Q, donc le piston remonte, j'ai du travail, et si
on mesure la température du gaz, donc elle va être un peu supérieure à celle à l'état initial. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le système reçoit une quantité de chaleur, il transforme une partie en travail, et entre parties, la température du gaz ici est supérieure à celle à l'état initial. Donc, cela revient à dire que cette chaleur une partie est restée encaissée dans le gaz, l'autre partie est transformée en travail. Donc, une partie est transformée en travail, le reste a été encaissé dans le système gaz. Donc, il est impossible de pouvoir transformer intégralement une chaleur en travail. On va essayer donc, en fait, de montrer que l'énoncé de Clausius qui dit que une chaleur ne peut passer gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud est équivalent à celui de Kelvin qui veut dire que je ne peux prendre une chaleur et la transformer intégralement en travail. Équivalence des deux énoncés. On va commencer par montrer que l'énoncé de Clausius implique celui de Kelvin. On va supposer qu'une quantité de chaleur, je vais considérer deux milieux de température, donc une source froide de température T2, donc une source de température T1 plus chaude, T1. Et on va supposer qu'une chaleur a passé gratuitement d'un corps froid vers le corps chaud, Q1 que je vais appeler Q1, que je vais considérer positif. Donc je suppose qu'une chaleur a passé gratuitement du corps froid au corps chaud. Ceci, bien sûr, est interdit d'après Clausius. Clausius, il dit qu'il est impossible qu'une chaleur puisse passer d'elle-même d'un corps froid vers un corps chaud. Donc cette chaleur que reçoit le milieu chaud à T1, je vais prendre cette chaleur avec un système de cette forme-là. On prend Q1. Une partie de Q1 est transformée en travail, donc on cède du travail au milieu extérieur, on prend Q1, le volume du gaz augmente, il cède Q1, il cède à W, un travail, et le reste qui a été encaissé dans le gaz, on va lui prendre ce que je vais appeler Q2, on va lui prendre en mettant le système en contact de la source froide. Donc je répète, la chaleur que j'ai fournie à la source chaude, je prends cette chaleur à l'aide d'un système qui est donc l'équivalent, par exemple, d'un cylindre enfermé par un piston mobile. Donc je prends Q1, une partie est transformée en travail, le reste, je vais le céder à la source froide. Au contact, le système revient à son état initial. On va essayer d'analyser le schéma global. Qu'est-ce qui se passe globalement? Globalement, on voit que la source chaude, elle a reçu Q1, on lui a enlevé Q1. Donc tout se passe comme si la source chaude n'a rien échangé. Quant au système, donc le milieu extérieur, il a reçu un travail. Le milieu extérieur, il a reçu un travail. Donc le travail cédé par le système. Et la source froide, on lui a enlevé Q1, on lui a donné Q2 au total. Elle a échangé Q1 plus Q2. Mais Q2, en valeur absolue, c'est une partie de Q1 qui n'a pas été transformée en travail. Je répète, Q2, c'est une partie de Q1 qui n'a pas été transformée en travail. Donc, en valeur absolue, Q2 est inférieur à Q1. Q1 positif, Q2 négatif, puisque cédé par le système. Donc, Q1 plus Q2 positif. Donc, le système, j'ai une chaleur, le système reçoit une chaleur Q1 plus Q2 qui a été transformée en travail. Donc, Q1 plus Q2 transformé intégralement en travail. En fait, si j'applique le premier principe pour un cycle, W plus Q égale 0, là, lors d'un cycle, le système prend Q1, transforme une partie en travail, le reste qui n'a pas été transformé en travail a été cédé à la source froide. Donc Q1 plus Q2 plus W égale 0. Donc Q1 plus Q2 égale moins W. W négatif moins W positif. Donc Q1 plus Q2 positif. Donc une chaleur prise à une source a été transformée intégralement en travail. Ça, c'est l'interdit. Le processus global, c'est l'interdit de Kelvin. Ça, c'est l'interdit de Kelvin. Kelvin, il dit
je ne peux prendre une chaleur et la transformer intégralement en travail. Interdit de Kelvin. Donc si l'interdit de Clausius est vrai, c'est-à-dire si une chaleur peut passer d'elle-même d'un corps froid vers un corps chaud, alors une chaleur prise à une source peut être transformée intégralement en travail. Vu qu'une chaleur ne peut passer d'un corps froid vers un corps chaud, alors je ne peux prendre une chaleur à une source et la transformer intégralement en travail. Donc on vient de montrer que l'énoncé de Clausius implique l'énoncé de Kelvin. On va faire de même. Donc pour montrer l'équivalence, on doit montrer que l'énoncé de Kelvin implique l'énoncé de Clausius. Pour cela, on va supposer que l'interdit de Kelvin est possible. Donc c'est l'interdit, c'est-à-dire qu'une chaleur puisse être transformée intégralement en travail. Donc le système reçoit une chaleur Q2 de la source froide et la transforme intégralement en travail. C'est-à-dire que Q2 plus W égale 0. Q2 plus W égale 0. Q2 est transformé intégralement en travail. Ceci, c'est l'interdit de Kelvin. Kelvin, je répète, il dit « Je ne peux prendre une chaleur à une source et la transformer intégralement en travail. » Donc là, on a supposé que cette chaleur a été transformée intégralement en travail. On va prendre cette chaleur, on va prendre ce travail au milieu extérieur avec lequel on va faire fonctionner un système qu'on appelle donc réfrigérateur, qu'on comprend ici, selon ce schéma ici, là. Si on inverse ici, si on inverse, je considère la transformation réversible. Si j'inverse, W l'a cédé, il devient reçu. Donc après avoir reçu un travail moins W, après avoir reçu moins W positif, il cède Q négatif. Donc ceci c'est possible, ce n'est pas interdit. Donc je répète, après avoir reçu moins W, le système donc reçoit un travail et cède une chaleur Q. J'inverse cette transformation. Donc le système, on va faire fonctionner un système équivalent à celui que je viens de vous montrer plus haut là. Donc après avoir reçu moins W, il prend une chaleur Q', que je vais appeler Q'2 à la source froide et cède une chaleur Q'1 à la source chaude. Si j'inverse cette transformation, donc après avoir reçu moins Q'1, une partie est transformée en travail W, le reste qui n'a pas été transformé en travail est cédé à la source froide sous forme de chaleur moins Q'2. Donc je répète encore une fois, après avoir reçu, j'inverse cette transformation, je suppose que les transformations sont réversibles. Donc après avoir reçu moins Q'1, une partie est transformée en travail W, le reste est cédé à la source froide moins Q'2. Donc, ce système que j'appelle réfrigérateur, on le comprendra un peu plus loin, donc est possible. Ceci est possible, ce n'est pas un interdit, ça c'est possible. Donc après avoir reçu du travail, on prend de la chaleur à la source froide et on cède une chaleur à la source chaude, on verra qu'il s'agit des systèmes réfrigérateurs. On examinera le bilan global. La source chaude a reçu Q'1. Donc le système, donc le milieu extérieur, on lui a donné du travail et on lui a pris ce travail. Donc W moins W, c'est 0. Tout se passe comme si aucun travail n'a été changé avec le milieu extérieur. Quant à la source froide, on lui a pris Q2 et on lui a pris Q'2. Donc on lui a pris Q2 plus Q'2. Donc globalement, une chaleur a passé gratuitement du corps froid au corps chaud. Donc reste à montrer que Q2 plus Q'2 en valeur absolue égale Q'1. Donc premier principe, d'après le premier principe, on a là W plus Q2 égale 0. Et là, lors d'un cycle, donc là, lors d'un cycle, on a moins W plus Q'2 plus Q'1 égale 0. Lors d'un cycle, je répète, moins W plus Q'1 plus Q'2 égale 0, le premier principe. Et là, j'ai W moins W égale Q2, je remplace, j'ai Q2 plus Q'2 égale moins Q'1. Donc une chaleur a passé gratuitement du corps froid au corps chaud. Ça, c'est l'interdit de Clausius.
Clausius, il dit, il est impossible qu'une chaleur puisse passer d'elle-même d'un corps froid vers un corps chaud. Donc si une chaleur prise à une source peut être transformée intégralement en travail, alors une chaleur peut passer gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud, vu qu'il est impossible qu'une chaleur puisse être transformée intégralement en travail, alors une chaleur ne peut passer d'elle-même d'un corps froid vers un corps chaud. Donc on vient de montrer que l'énoncé de Kelvin implique l'énoncé de Clausius. On a montré que Clausius implique Kelvin, Kelvin implique Clausius, d'où donc l'équivalence des deux énoncés. L'énoncé de Kelvin et Clausius sont équivalents. Application du second principe au fonctionnement d'une machine. Donc on va essayer de comprendre maintenant les machines. Donc puisqu'il est impossible de prélever une quantité de chaleur à une source et la transformer intégralement en travail, donc une machine, pour qu'elle puisse fonctionner, elle doit être au contact d'au moins deux sources. C'est ce qu'on appelle les machines d'itermes. En fait, si je reviens au fameux schéma des cylindres, ici, là, imaginez que là, j'ai une source, par exemple, d'eau bouillante, 100 degrés, et que là, j'ai un gaz à 20 degrés à l'état initial que je vais le mettre au contact de la source chaude. Donc, il prend de la chaleur, le piston remonte, supposons que je prends de la chaleur par intervalle. Donc, je prends une chaleur, le piston remonte, j'ai du travail, j'ai une chaleur encaissée ici. Je continue, je prends par intervalle, je prends une chaleur, le piston remonte, la température augmente, j'ai du travail, etc. Jusqu'à où j'arrive à l'équilibre entre le système gaz ici, le milieu et la source chaude. Donc quand le gaz arrive à 100 degrés, le piston ne remonte plus, ils sont en équilibre. Donc, pour que je puisse avoir continuellement du travail, imaginez que je vais donc, après avoir pris une quantité de chaleur, une partie transformée en travail, le reste, je vais donc le prendre au contact d'une source froide. Donc si j'en ai une autre source, qui va donc emmagasiner la chaleur encaissée par le système ici. Donc je répète, après avoir reçu une quantité de chaleur Q, une partie est transformée en travail, le reste, on va le céder à une source froide. Donc je dois être au contact d'une source chaude et d'une autre source froide pour que je puisse avoir un fonctionnement continu, donc un système qui fonctionne en machine. Donc, exemple de machine d'itermes réversible fonctionnant selon un cycle de Carnot. Donc, je dis tout de suite qu'un cycle de Carnot est un cycle idéal. On va le voir, on va expliquer pourquoi. Et on commence par le cycle moteur de Carnot. Le schéma de principe. J'ai une source chaude de température T1, une source froide de température T2. Et donc, mon système, le gaz, un fluide, l'agent thermique, on peut l'appeler aussi l'agent thermique, qui décrit le cycle. Le système, donc, notre système thermodynamique, prend une quantité de chaleur Q1 à la source chaude. Donc, après avoir pris une quantité de chaleur Q1 à la source chaude, il transforme une partie en travail, donc du travail cédé au milieu extérieur, et le reste, qui n'a pas été transformé au travail, est cédé à la source froide. Donc je répète, ça c'est le cycle moteur. Après avoir pris une chaleur Q1 à la source chaude, une partie est transformée en travail, le reste est cédé à la source froide sous forme de chaleur Q2. Ça c'est lors d'un cycle. Donc lors d'un cycle, j'aurai Q1 plus W plus Q2 égale 0. Bien sûr, notre convention, ce qui est reçu est positif. Le système reçoit Q1, 7W négatif, et 7 Q2 négatif. Q1 plus W plus Q2 égale 0. La représentation, donc dans un diagramme PV, en fait, on va représenter les cycles de Carnot. Donc, lors de AB, donc si en fait, si je commence à céder ici, au point C, de C à D, ça c'est une détente isotherme. C'est une détente isotherme à T1, ça c'est T1.
Le système, là, il se détend au contact de la source chaude et reçoit Q1. Donc CAD, donc détente isotherme, il reçoit Q1. Les échanges de chaleur ne se produisent qu'avec la source chaude et la source froide, ça c'est T2. L'isotherme T2, donc j'ai l'isotherme T1, l'isotherme T2. Donc l'échange de chaleur ne se produit qu'avec les deux sources de chaleur, l'isotherme T1 et l'isotherme T2. Donc je vais fermer par inadiabatique. Donc je répète, lors de cette détente isotherme, le système reçoit Q1. Détente adiabatique, pas d'échange de chaleur. Et le système AB, là, c'est une compression isotherme, lors de laquelle le système cède Q2 au milieu extérieur, ou à la source froide, pardon. Lors de cette compression AB, compression isotherme AB-T2, le système cède Q2 à la source froide. Et puis on revient à l'état C par une compression adiabatique, pas d'échange de chaleur. Pas d'échange, donc, compression isotherme, compression adiabatique, détente isotherme, détente adiabatique. Ça, c'est le cycle de Carnot. Donc, on a deux isothermes fermés par deux adiabatiques. L'échange de chaleur ne se produit qu'avec la source chaude et la source froide. Donc, le gaz, si je considère le gaz parfait, il reçoit Q1 de la source chaude à la température T1 lors de la transformation CD, transforme une partie en travail W, ça c'est le travail du cycle, et cède le reste Q2 à la source froide à la température T2 lors de la transformation AB. Donc delta U des cycles, pour un cycle, on a delta U égale W plus Q1 plus Q2 égale 0. Le travail du cycle plus Q1 échangé avec la source chaude plus Q2 échangé avec la source froide égale 0. On définit le rendement tel que ρ égale moins W sur Q1. Pourquoi moins? Puisque le travail est négatif. Le travail du cycle est négatif. Vous voyez très bien que W égale moins Q1 moins Q2. Moins Q1 est négatif puisqu'Q1 est positif, et en valeur absolue Q1 est supérieur à Q2, ça nous fait un travail, donc W négatif. W égale moins Q1 moins Q2. Donc ρ égale moins W sur Q1. Q1, c'est la chaleur reçue de la source chaude. Donc le rendement ici, on comprend que combien de la chaleur reçue de la source chaude a été transformée en travail. Combien de Q1 a été transformé en travail W. Donc, bien sûr, l'idéal est d'avoir Q1 qui se transforme intégralement en travail. Nous, donc, si vous voulez, on achète cette chaleur Q1, c'est une chaleur, et on souhaitait donc que cette chaleur se transforme intégralement en travail. Ceci est impossible. C'est l'interdit de Kelvin. Kelvin, il dit, je ne peux prendre une chaleur et la transformer intégralement en travail. Donc Q1 est toujours inférieur à moins W. Donc je ne peux pas transformer Q1 intégralement en travail. Et puis, W est différent de 0. Donc, à rendement, la machine existe, W est différent de 0. Donc, ρ est automatiquement supérieur à 0 si la machine existe, et inférieur à 1. Donc, le rendement ici est compris entre 0 et 1. Si je remplace moins W par Q1 plus Q2, j'obtiens que ρ égale 1 plus Q2 sur Q1. Et donc, on voit d'après cette relation que le calcul du rendement ρ revient au calcul de Q1 et Q2. On va essayer de calculer ce rendement dans le cas du cycle de Carnot. Donc, calcul de Q1 et Q2 dans le but de calculer le rendement. Donc, Q1, c'est lors de CD. Lors de CD, donc le système reçoit une chaleur Q1. Donc la transformation CD c'est une isotherme, c'est l'isotherme T1.
Et on a donc, on remarque que du qui est égal à dq plus dw. La première loi de Joule, du d'un gaz parfait égale cvdt, donc égale 0, à t égale constante. Donc à t constante, d égale 0 pour un gaz parfait, donc on aura dq égale moins dw. Sinon, on écrit que dq égale cvdt plus L, c'est p dv, dq égale cvdt plus p dv, et puisque t est constante, dq égale p dv. Donc on voit tout de suite que Q1 qui est égal à QCD est égal à l'intégrale de VC à VD de PDV. Or, il s'agit d'un gaz parfait, P égale à RT1 sur V, je remplace. QA égale à RT1, intégrale de VC à VD de DDV sur V, on trouve finalement Q1 égale à RT1 log de VD sur VC. Log de VD sur VC. VD est supérieur à VC, donc le VD, log de VD sur VC est positif, Q1 est positif. Quant à Q2, c'est l'ordre de AB. AB, c'est l'isotherme T2. Donc DQ égale moins DW égale PDV. Bien sûr, avec PV égale RT2, soit P égale RT2 sur V, on remplace, ça nous fait Q2 égale QAB égale RT2, intégrale de VA à VB. Donc là, vous avez intégrale de VA à VB, de D de V sur V, non pas VC à VD. Donc VA à VB de DV sur V, égale à RT2, donc log de VB sur VA. Soit donc Q2 égale à RT2 log de VB sur VA. D'où le rendement ρ, donc égale à 1 plus Q2 sur Q1. Je remplace Q2 par son expression et Q1 par son expression. On trouve ρ égale 1 plus donc T2 log de VB sur VA sur T1 log de VD sur VC. Je remarque tout de suite là que VB est inférieur à VA et que log de VB sur VA est négatif, donc Q2 est négatif. C'est dit. On va essayer de trouver une relation donc, entre VD sur VC et VB sur VA dans ces conditions. Pour cela, donc, on va considérer les adiabatiques BC et DA. Les adiabatiques BC et DA. Lors d'une adiabatique, on écrit que TV gamma moins 1 égale constante. On prend l'équation de l'adiabatique, TV gamma moins 1 égale constante. Pour l'adiabatique BC, on écrit donc l'adiabatique au point B, la température c'est T2, V au point B gamma moins 1. Au point C, la température C1, T1. Donc V au point C gamma moins 1, relation 1. On fait la même chose pour l'adiabatique DA. La diabatique D1, on commence par le point A. Au point A, la température c'est T2, VA gamma moins 1. Au point D, la température c'est T1, VD gamma moins 1, relation 2. Et on fait 1 sur 2, donc on obtient VB sur VA à la puissance gamma moins 1 égale VC sur VD à la puissance gamma moins 1. Ce qui implique que VB sur VA égale VC sur VD. VB sur VA, donc égale VC sur VD. Si j'ajoute un signe moins ici, moins T log de VC sur VD, je vais simplifier pour avoir, donc finalement, le rendement ρ égale 1 moins T2 sur T1. Et je vois que le rendement de Carnot ne dépend que de la température de la source froide et celle de la source chaude, et non pas de la nature du gaz. ρ égale 1 moins T2 sur T1. Relation de Clausius. On vient de trouver le rendement ρ égale à moins T2 sur T1. Par définition, ce rendement, c'est 1 plus Q2 sur Q1. Donc, on obtient là Q2 sur Q1 égale moins T2 sur T1, soit Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0. C'est la relation de Clausius. Relation de Clausius. On montre donc que pour un cycle réversible formé d'une succession alternée d'isothermes et d'adiabatiques,
Si on a une succession alternée d'isothermes adiabatiques, isotherme adiabatique, isotherme adiabatique, isotherme adiabatique, jusqu'à donc pour un cycle, alors on montre que sigma sur I de Qui sur Ti égale 0. Si on a par exemple 4, on aura Q1 sur T1, plus Q2 sur T2, plus Q3 sur T3, plus Q4 sur T4 égale 0. Si on a 4 isothermes et 4 adiabatiques. Et pour un cycle réversible quelconque, on montre qu'intégral sur le cycle de dq sur t égale 0. En fait, ça, c'est l'énoncé mathématique du second principe. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'énoncé mathématique du second principe. Et elle vient de la base, c'est la relation de Clausius. Donc, deuxièmement, on passera au réfrigérateur et pompe à chaleur. Schéma de principe. Donc, le cycle est inverse à celui d'une machine moteur, fonctionnant au moteur. Donc là, le système, après avoir l'agent thermique ou le gaz ou le fluide, après avoir reçu un travail, le système prend une chaleur à la source froide et transfère une chaleur à la source chaude. Donc, je répète, après avoir reçu W positif, le système prend Q2 à la source froide et cède Q1 à la source chaude. Si j'inverse ce cycle, après avoir reçu moins Q1 de la source chaude, une partie est transformée en travail moins W, et donc le système cède moins Q2 à la source froide. Après avoir reçu moins Q1, une partie est transformée en travail moins W, le reste est cédé à la source froide sous forme moins Q2. Donc si on inverse ce cycle, en fait, là, c'est le système réfrigérateur. Après avoir reçu un travail, si vous voulez, pour qu'on puisse faire passer une chaleur de la source froide à la source chaude, on doit intervenir de l'extérieur. Le système reçoit du travail, alors il prend de la chaleur à la source froide et cède une chaleur à la source chaude. Si vous avez un réfrigérateur dans votre cuisine, il est posé dans votre cuisine, il est en équilibre avec la température de votre cuisine. Pour qu'il puisse refroidir, vous devriez le brancher au secteur. Donc, vous devriez le brancher, donc vous devriez fournir de l'électricité qui va donc permettre au fluide de prendre de la chaleur à la source froide et céder la chaleur à la source chaude. Voilà donc le schéma de principe d'une machine frigorifique ou pompe à chaleur. Vous voyez très bien que ce schéma de principe, on refroidit, on prend de la chaleur à la source froide. On peut refroidir si on a donc on refroidit la source froide et on chauffe la source chaude. On prend de la chaleur à la source froide et on donne de la chaleur à la source chaude. Donc si on s'intéresse à la source froide, c'est un réfrigérateur. Et si on s'intéresse plutôt à la source chaude, c'est une pompe à chaleur. Donc, représentation dans un diagramme PV. Donc, le cycle des réfrigérateurs ou de la pompe à chaleur est décrit dans le sens inverse de celui au moteur, bien sûr. Donc, si je commence au point B, lors de la compression BC, lors de cette compression isotherme T1, BC c'est une compression isotherme T1, le système, il cède Q1 à la source chaude. Il cède Q1 à la source chaude. Et là, détente adiabatique. C'est une détente adiabatique, donc pas d'échange de chaleur. L'échange de chaleur est nul, c'est une adiabatique. QCD égale 0. Et lors de cette détente isotherme T2, le système reçoit une quantité de chaleur Q2 positif. Et donc, on revient à l'état initial si on est parti de point B par une compression adiabatique. Donc, compression isotherme, le système cède Q1 à la source chaude. Détente adiabatique, pas d'échange de QCD égale 0. Détente isotherme T2, le système donc reçoit Q2, QDA égale Q2. Et compression adiabatique, QDA égale 0. Donc le gaz parfait, après avoir reçu W positif, prend une quantité de chaleur Q2 à la source froide et cède une quantité de chaleur Q1 à la source chaude.
Dans le cas d'un réfrigérateur, donc on définit un coefficient d'effet frigorifique. Dans le cas d'un réfrigérateur, ce qui nous intéresse, le travail qu'on paye et la source froide. Donc on s'intéresse au travail fourni au système et à la chaleur prise à la source froide. Donc on définit un rapport entre W et Q2. Donc on définit un coefficient d'effet frigorifique par la chaleur prise à la source froide sur le travail reçu de l'extérieur. Donc E égale Q2 sur W, puisque lors d'un cycle W plus Q1 plus Q2 égale 0, donc W égale moins Q1 moins Q2, on aura le coefficient d'effet frigorifique égale moins Q2 sur Q1 plus Q2. Dans le cas d'une pompe à chaleur, on définit l'efficacité thermique. L'efficacité thermique, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la source chaude, et on définit un coefficient entre W et la source chaude, et Q1. W et Q1. Donc si on s'intéresse donc à la pompe à chaleur, on définit l'efficacité thermique par chaleur cédée à la source chaude, donc Q1. On met un signe moins, puisqu'il y a un négatif. C'est le travail reçu de l'extérieur. Donc l'efficacité thermique égale moins Q1 sur W. On veut un coefficient positif, on met un signe moins. Égale Q1 sur Q1 plus Q2. Voilà donc, concernant les machines, on a vu les machines moteurs, dont le travail du cycle est négatif. Les machines frigorifiques, le travail du cycle est positif. On va donc définir une nouvelle fonction, une fonction d'état qu'on appelle entropie. Définition. Je vais considérer une transformation A1B. Une transformation qui mêle le système de l'état A à l'état B en passant par un chemin 1. Et une transformation qui ramène le système à son état initial B2A par un autre chemin. B2A. B2A. Donc, et là, vous voyez très bien que A1, B2A, c'est un cycle. A1, B2A, c'est un cycle. Donc, je vais appliquer le second principe au cycle A1, B2A. Nous avons généralisé la relation de Clausius à un cycle réversible. Et pour un cycle réversible, donc intégral sur le cycle de dq sur t égale 0. Cycle réversible quelconque, dans le cas d'un cycle formé par une succession alternée d'isothermes adiabatiques, sigma sur I de Q sur T égale 0. Donc, je vais appliquer le second principe à ce cycle A1B de A. Donc, lors de ce cycle, intégral sur le cycle de dq sur T égale 0. Et cette intégrale égale intégrale sur la transformation A1B de dq sur T plus intégrale sur la transformation B2A de dq sur T. Donc ça nous fait intégrale sur le cycle dq sur T égale 0, égale intégrale de A à B de dq sur T en passant par le chemin A1B plus intégrale de B à A de dq sur T en passant par le chemin B2A. Passons donc par le chemin B2A. Voilà, B2A. Donc ça nous fait donc ce qui implique donc ça égale 0, c'est-à-dire que l'intégrale de A à B de dq sur T selon le chemin A1B égale moins intégrale de B à A de dq sur T selon le chemin B2A. Si de A à B le travail est positif et la chaleur est négative, si j'inverse, donc j'aurai le travail devient négatif et la chaleur devient positive. Donc ce qui est positif devient négatif, ce qui est négatif devient positif si j'inverse. Donc si j'inverse, donc je répète, si de B à A la chaleur est positive, de A à B l'échange de chaleur est négatif. Donc je peux mettre un signe au moins. Donc dq moins dq dans le sens de BA positif, moins dq donc dans le sens A à B, c'est dq. Donc je vais mettre un signe au moins. Donc moins intégrale de B à A de dq sur T, si j'inverse les bornes ici, égale intégrale de A à B de dq sur T. Chemin A de B.
Donc j'inverse, au lieu d'intégrer sur B de A, j'intègre sur A de B. Et donc, intégrale de A à B, je viens de montrer que intégrale de A à B sur un chemin A1B égale intégrale de A à B de dq sur t selon un autre chemin, A de B quelconque. Et donc, je vois que cette intégrale entre A et B ne dépend pas du chemin suivi. Donc, cette différentielle dq sur t est une différentielle totale exacte. dq sur t, donc, c'est une différentielle totale exacte. On pose donc cette intégrale. On pose cette intégrale égale delta SAB. Delta SAB égale SB moins SA égale intégrale de AB de dq sur t. Donc elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial, SB moins SA. Et donc, on voit bien sûr dq sur t, la différentielle dq sur t égale ds. ds égale dq sur t. Donc, pour une transformation infinitésimale, l'entropie est donnée par ds égale dq sur t. Donc, S, c'est une fonction d'état. Sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Donc, sa différentielle ds est une différentielle totale exacte. Remarque, dq n'est pas une différentielle totale exacte. Et ds égale dq sur t, donc le fait de multiplier dq par le facteur 1 sur t, on obtient une différentielle totale exacte. Autrement dit, on a une forme différentielle qui n'est pas intégrable. En multipliant cette forme par le facteur 1 sur t, on obtient une forme différentielle ds égale dq sur t, qui est une forme intégrable. Donc on appelle 1 sur t facteur intégrant. Donc 1 sur t est un facteur intégrant de la forme différentielle dq. Donc S, c'est une fonction d'état. Nouvelle expression du premier principe et conséquence. Donc, nouvelle expression du premier principe, nous avons vu que du égale dq plus dw, et là on vient de voir que ds égale dq sur t, c'est-à-dire que dq égale tds. dw égale moins pdv, on obtient donc du égale TDS moins PDV. TDS moins PDV. Si j'écris U de S et de V, U fonction de S et de V, j'écris DU, c'est une fonction d'état. Donc DU égale DU sur DS à volume constant DS, plus DU sur DV à entropie constante DV. Et donc je vois que T, par comparaison T, égale DU sur DS à volume constant. C'est la définition de la température thermodynamique. Et moins P égale DU sur DV à entropie constante. Voilà, donc T égale DU sur DS à volume constant, définition de la température thermodynamique. Petit b, coefficient calorimétrique, je vais considérer les variables T et V. On a DU égale DQ plus DW et DQ égale et DS égale DQ sur T. Bien sûr, je vais prendre la forme de dq qui fait intervenir les variables t et v. Donc j'ai dq égale cv dt plus l dv, dw égale moins p dv, tout du, donc du égale dq, c'est-à-dire cv dt plus l dv, plus dw moins p dv, on obtient du égale cv dt plus l moins p dv, ds égale dq sur t, donc cv sur t dt, plus l sur t dv. du, du et ds sont des différentiels totales exactes. Donc du et ds sont des différentiels totales exactes. Donc en particulier, du et ds vérifient la relation d'une différentielle totale exacte qui est là, la dérivée de L moins P par rapport à dt à volume constant égale la dérivée de CV par rapport à V à T constante. Voilà, donc d de CV sur dV à T constante égale d de L moins P sur dt à V constante. Voilà donc la première relation que j'obtiens. Ici donc, et pour ds aussi, différentiel total exact, ds là, j'écris que d de L sur T, d de L sur T sur dt à volume constant égale d de CV sur dv
T constante, je répète. D de CV sur T sur dV à T constante égale D de L sur T sur dt à volume constant. Encore une fois, D de CV sur T sur dV à température constante égale D de L sur T sur dt à volume constant. Voilà donc tout calcul fait, donc voilà les deux relations. Donc en essayant d'effectuer ce calcul qui se fait facilement, on obtient L, on obtient les coefficients calorimétriques L égale T dP sur dt et une relation donc vérifiée par D de CV, par la dérivée de CV, D de CV sur dVAT égale T d carré P sur dt au carré à volume constant. Si je considère les variables Tp, donc on fait la même chose, du égale dq plus w, ds égale dq sur t, je prends la forme de dq qui fait apparaître donc les variables Tp, dq égale cp dt plus h dp, et donc dw égale moins pdv en écrivant que du égale donc cp dt plus hdp moins pdv, donc dq plus dw. Et je vais éliminer ce dv, donc on élimine ce dv, en écrivant que dv égale dv sur dt, dt, plus dv sur dp, dp, on a un signe moins, je multiplie par p, ça c'est moins p dv, donc cp dt plus htp, moins p dv sur dt à p constante, dt, moins p dv sur dp à t constante, dp. Donc je répète, je remplace dv par dv sur dt, dt, plus dv sur dp, dp, pour avoir les variables t et p. Donc j'obtiens finalement du, tout calcul fait, égale cp moins pdv sur dt à pression constante dt, plus h moins pdv sur dp à t constante dp. Du est une différentielle totale exacte. Donc la dérivée de ce terme par rapport à t à pression constante égale la dérivée de ce terme par rapport à p à t constante. On fait la même chose donc pour ds. Ds égale cp dt sur t, plus h sur t dp. La dérivée de h sur t par rapport à t à p constante égale la dérivée de cp sur t par rapport à p à t constante. En écrivant donc ces deux relations, on trouve h égale moins t dv sur dt à pression constante et dcp sur dp t constante égale moins t d carré v sur dt au carré à pression constante. On aurait dû, au lieu de raisonner, au lieu de considérer ici pour les variables tp, considérer u et S, et D et DS, on considère DH et DS. DH, donc le calcul serait plus simple. Donc, exprès, j'ai indiqué DI pour que vous puissiez vous habituer avec des calculs. Avec DH, c'est plus facile, vous le faites tout seul, sinon on le fera en TD. Donc voilà, maintenant on passe à la relation de calcul fait. On obtient donc relation de Mayer généralisée. On a vu la relation de Robert-Mayer. Dans le cas d'un gaz parfait, Cp moins Cv égale NR. Là, on va voir la relation de Mayer généralisée dans quel que soit le fluide, mais non pas seulement dans le cas d'un gaz parfait. Donc la relation de Robert-Mayer, c'est entre Cp et Cv. Si je fixe le volume, donc je dois calculer la différence Cp moins Cv, je fixe le volume. dq égale Cv dt plus LdV, donc dV égale 0 reste Cv dt, égale Cp dt plus HdP. Et donc là, je forme Cp moins Cv dt égale moins HdP. Donc j'obtiens Cp moins Cv égale moins HdP sur dt. Et je remplace H par son expression. H, elle est là. J'obtiens donc la relation de Robert-Mayer généralisée, Cp moins Cv égale T dV sur dt à pression constante, dP sur dt à volume constant. Donc c'est la relation de Mayer généralisée. Bien sûr, donc, dans le cas d'un gaz parfait, à partir de PV égale nRT, on a V égale nRT sur P, on calcule dV sur T. Et P égale nRT sur V, on calcule dP sur T à volume constant. On remplace, on trouve Cp moins Cv égale N1, le cas particulier d'un gaz parfait. Évolution thermodynamique du système. Critères d'évolution. Donc, lors d'une transformation infinitésimale, nous avons vu que le second principe permet d'écrire. Donc, on va pas le montrer, vous devriez l'admettre dans le cas d'une transformation quelconque.
Dans le cas d'une transformation quelconque, ds est supérieur ou égal à dq sur t. C'est-à-dire que ds égale dq sur t, transformation réversible, et ds est strictement supérieur à dq sur t, transformation irréversible. Donc vous devriez admettre que ça, c'est l'énoncé mathématique du second principe. Donc je répète, énoncé mathématique du second principe, ds est supérieur ou égal à dq sur t, avec ds égale dq sur t, c'est le cas d'une transformation réversible, et dans le cas d'une transformation irréversible, ds est strictement supérieur à dq sur t. Donc là, j'ai ds supérieur ou égal à dq sur t, ce qui implique que tds est supérieur ou égal à dq. Donc là, je vais former une relation dq moins tds, là il faut ajouter supérieur ou égal, dq moins tds est inférieur ou égal à 0. Cette relation, par suite nommée critère d'évolution, dq moins tds inférieur ou égal à 0, critère d'évolution. Petit a, donc on va essayer d'étudier les systèmes possibles, ou de voir l'évolution du système possible. On commence par le système le plus simple possible, le système isolé. Un système isolé n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur, dq égale 0, et donc ds est supérieur ou égal à 0. Donc ds égale 0, c'est la transformation réversible, mais si la transformation est irréversible, ds est positif. Donc là, lors de l'évolution irréversible d'un système isolé, l'entropie ne fait qu'augmenter. Donc je répète, lors de l'évolution irréversible d'un système isolé, l'entropie ne fait qu'augmenter. Donc le système évolue dans le but d'atteindre un état d'équilibre. Donc une fois l'état d'équilibre atteint, l'entropie serait maximale. Donc lors d'une transformation irréversible d'un système isolé, l'entropie augmente. L'état d'équilibre final lui correspond à l'entropie maximale. Ça, c'est le cas d'un système isolé. Le cas d'un système à TV constant, et on va définir une nouvelle fonction qu'on appelle l'énergie libre, ou l'énergie de Helmholtz. Donc je vais fixer le volume. Donc si je fixe le volume, dW égale 0, là j'ai dit système à TV constant. Si je fixe le volume V égale constant, dW égale 0, et reste du égale dQ. Donc le critère d'évolution, on a le critère d'évolution, voilà donc dQ moins TdS, critère d'évolution, donc critère d'évolution, dQ moins TdS est inférieur ou égal à 0, dQ égale du, donc du moins TdS est inférieur ou égal à 0, donc T égale constante, ce qui implique que d de U moins Ts, d de U moins Ts, donc là je ferme ici, T de U moins Ts, la parenthèse c'est ici, d de U moins Ts, donc TdS égale d de Ts, puisque je fixe T, TdS égale d de Ts, donc ça veut dire d de U moins Ts inférieur ou égal à 0, on pose f, une nouvelle fonction, égale U moins Ts, on pose f égale U moins Ts, df est inférieur ou égal à 0, et on voit que donc df est inférieur ou égal à 0, pour une transformation réversible, df égale 0, et pour une transformation irréversible, df est négatif. Donc on conclut que lors de l'évolution d'un système irréversiblement, lors d'une transformation réversible d'un système, l'énergie libre ne fait que diminuer, donc F ne fait que diminuer. Donc le système évolue dans le but d'atteindre un état final d'équilibre. Donc l'état d'équilibre final doit lui correspondre la valeur minimale de F, la valeur minimale de F. Petit c, système à TP constant, et on va définir une nouvelle fonction qu'on appelle l'enthalpie libre G. On a donc H égale U plus PV, par définition, donc DH égale DU plus PDV plus VDP, et puisque DI égale DQ plus DW, donc égale DQ moins PDV, je remplace DW par son expression, ce qui me donne DH égale donc PDV moins PDV, je vais simplifier, HDH égale DQ plus VDP. Donc à pression constante, DH égale DQ. À pression constante, DH égale DQ.
Le critère d'évolution, dq moins TDS inférieur ou égal à 0, dq égale dH, donc dH moins TDS inférieur ou égal à 0. Et à température constante, TDS égale D de TS. J'obtiens donc D de H moins TS, la parenthèse c'est ici. D de H moins TS est inférieur ou égal à 0. On pose G égale H moins TS. G égale H moins TS égale enthalpie libre ou énergie de Gibbs. Donc là, j'obtiens dG est inférieur ou égal à 0. dG égale 0 pour une transformation réversible. Et dG négatif pour une transformation réversible. Donc, l'évolution du système donc, est suivie par une diminution de son enthalpie libre. L'état final sera atteint lorsque la fonction G deviendra minimale. Équation de Maxwell. Nous avons donc jusqu'à maintenant établi les fonctions d'état suivantes, l'énergie interne U, l'entropie S, l'enthalpie H égale U plus PV, l'énergie libre F égale I moins TS et l'enthalpie libre G égale H moins TS. Pour une transformation infinitésimale, donc la variation de ces grandeurs d'état, DU en fonction de S et V égale TDS moins PDV, ça c'est DQ plus DW, TDS moins PDV. DH, on montre aisément que DH égale TDS plus VDP. On écrit que H égale U plus PV, DH égale DU plus D2PV. On aboutit facilement à DH égale TDS plus VDP. DF, la même chose. F égale U moins TS. On écrit DF égale DU moins D de TS, on aboutit facilement, donc à DF égale moins PDV moins SDT. La même chose, DG égale VDP moins SDT. Là, on a I de S et de V, H de S et de P, F de V et de T, et G de P et de T. Donc, ces différentiels sont total exacts. DU, DH, DF et DG sont des différentiels total exacts. Et donc, on peut écrire, par exemple, dans le cas de D, que la dérivée de moins P par rapport à S égale la dérivée de T par rapport à V. Donc, je répète, la dérivée de moins P par rapport à S à volume constant égale la dérivée de T par rapport à V à entropie constante. Donc, DU, différentiel total exact. Donc, DU, la dérivée de T, D de T sur dV, D de T sur dV à entropie constante égale moins D de P sur ds à volume constant. Donc je répète, D de T sur dV à entropie constante égale moins D de P sur ds à volume constant. Première relation de Maxwell. Dans le cas de variation finie, je travaille ici par exemple à entropie constante et je détermine des variations, donc delta T sur delta V à entropie constante. Entropie constante, c'est-à-dire ds égale dq sur t égale 0, c'est-à-dire dq égale 0, pas d'échange de chaleur. Entropie constante, ds égale 0, dq égale 0, donc pas d'échange de chaleur. Donc c'est une adiabatique. Une isentropique, c'est aussi une adiabatique. Iso à égale entropie, S constante, isentropique, c'est aussi une adiabatique. Donc, à entropie constante, ou puis en transformation adiabatique, je détermine le rapport delta T sur delta V. Et pour une transformation à volume constant, je détermine delta P sur delta S. Donc, j'ai delta T sur delta V à entropie constante, égale moins delta P sur delta S à volume constant. Et là, je vois que cette première relation de Maxwell relie deux transformations différentes. Là, j'ai une adiabatique. Donc, si je réalise une adiabatique, je calcule le rapport delta T sur delta V et j'en déduis ce que je peux obtenir si je réalise une isochore. Donc, je répète, là, c'est une transformation adiabatique. Là, c'est une transformation isochore. Donc, si je réalise une adiabatique, si je réalise une isochore, la première relation de Maxwell relie donc deux transformations différentes, une adiabatique, une isochore. Donc, la première équation de Maxwell, par exemple, me permet de prévoir qu'est-ce que j'obtiens si je réalise une adiabatique, qu'est-ce que j'obtiens si je réalise une isochore, sans la réaliser, bien sûr.
Donc cette équation relie deux effets intervenant dans deux transformations distinctes. Elle a donc un rôle prédictif. Si l'un des effets existe pour un système, on est assuré de l'existence de l'autre effet. On voit ici la puissance du raisonnement thermodynamique. Donc DH, la même chose, on fait la même chose pour les autres, la même explication, la même interprétation. DH égale TDS plus VDP, donc D de T sur DP égale D de V sur DS. Là, j'ai une adiabatique et là, j'ai une isobare, deuxième relation de Maxwell. Donc, adiabatique, isobare. Donc, la deuxième équation de Maxwell relie une adiabatique à une isobare. La troisième équation de Maxwell à partir de df égale moins pdv moins dt. La dérivée donc de p par rapport à t, moins égale la dérivée de s par rapport à v. Donc, la dérivée de p par rapport à t à volume constant, une isochore. La dérivée de S par rapport à V à T constante, une isotherme. La troisième relation de Maxwell relie une isochore à une isotherme. Donc bien sûr, si je réalise une isochore, si je réalise une isotherme, je détermine delta S sur delta V. Je peux prévoir donc l'isochore, qu'est-ce que j'obtiens si je réalise une isochore delta P sur delta T. Et donc la quatrième relation de Maxwell qui ressort de dj égale VDP moins SDT, D de V sur DT à pression constante égale moins D de S sur dP à température constante, isobare, isotherme. Quatrième relation de Maxwell, donc qui s'écrit pour des variations finies, delta V sur delta T à pression constante égale moins delta S sur delta T à pression à température constante. Voilà donc pour le second principe. Je vous remercie pour votre attention et donc